La salle d'audience était silencieuse. Le genre de silence qui ne vient pas de la paix, mais de quelque chose qui se brise. Ethan Miller était assis seul au fond de la salle, les pieds ballants sur une chaise trop grande pour lui. Il avait 11 ans, mais il semblait plus petit, pas seulement en taille, mais aussi en présence, comme quelqu'un qui avait appris à prendre moins de place dans le monde. La juge Caroline Hayes parcourut le dossier devant elle, les lèvres pincées. Encore un placement raté. Les Thompson l'avaient renvoyé après seulement 2 semaines. Trop calme, avait-il dit. Il ne crée pas de lien. C'est comme s'il n'essayait même pas. Ethan ne broncha pas. Il fixait simplement devant lui le regard vide, comme si ce n'était pas la première fois que son avenir était décidé sans lui. Parce que ce n'était pas le cas. Le marteau ne fut pas frappé. Au lieu de cela, la juge Hayes ferma le dossier et leva les yeux. « Tout le monde dehors !» dit-elle. Des murmures s'élevèrent. Les avocats hésitèrent, mais sa voix fut plus tranchante cette fois-ci. « Faites évacuer la salle d'audience. » Alors que les portes se refermaient derrière eux, Ethan resta immobile. Puis, pour la première fois depuis des années, il regarda quelqu'un dans les yeux. La juge Hayes croisa son regard et sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas une affaire comme les autres. C'était lui. Avant de plonger plus profondément dans l'incroyable parcours d'Ethan, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ici, nous racontons des histoires vraies que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des histoires qui vous marqueront. Rejoignez notre communauté dès maintenant, car la prochaine pourrait changer votre vision du monde. Ethan Miller avait vécu dans 6 foyers différents avant l'âge de 10 ans. Il n'était pas né dans le chaos, du moins pas au sens traditionnel du terme. Sa mère était jeune, à peine sortie du lycée, et son père n'avait jamais fait partie de sa vie. À l'âge de 4 ans, Ethan a été retrouvé seul dans un appartement fermé à clé, serrant une boîte de céréales dans ses mains et regardant des dessins animés sans le son. Ce n'était pas de la maltraitance, c'était de l'absence. À partir de là, le système est devenu son univers. Foyer collectif, famille d'accueil temporaire, placement à l'essai. Tous les quelques mois, de nouveaux draps, de nouvelles règles, de nouvelles personnes qui essayaient de sourire comme si ce n'était pas juste leur travail. Ils ne causaient jamais de problème. Ils ne criaient jamais. Ils ne se rebellaient jamais. Et c'était justement ça le problème. Ethan ne pleurait pas quand une famille le renvoyait. Il ne suppliait pas de rester. Il pliait simplement ses vêtements, faisait son sac et attendait à la porte. Les adultes appelaient cela détachement émotionnel, mais en réalité, c'était une question de survie. S'il n'attendait pas d'amour, il ne le regretterait pas quand il disparaîtrait. Mais à l'intérieur, Ethan était plein de questions qu'il ne posait jamais. Pourquoi pas moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que quelqu'un restera un jour? Ses professeurs le décrivaient comme brillant, peut-être même doué, calme, mais curieux. Il lisait des livres bien au-dessus de son niveau scolaire et adorait tout ce qui touchait à l'espace. Il y avait quelque chose dans les planètes lointaines qui lui semblait logique, froide, silencieuse, mais toujours là, toujours en rotation. Ethan ne se faisait pas facilement des amis, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que dire au revoir était devenu une routine. Il avait appris que les gens partaient, les familles, les enseignants, les thérapeutes, tous promettaient de rester, jusqu'à ce qu'ils partent. Mais sous le silence, une petite lueur subsistait. Chaque fois qu'il faisait son sac, il pliait un dessin particulier et le plaçait sur le dessus. Une maison avec une porte rouge, un chien dans le jardin, 2 personnes tenant la main d'un enfant. Pas de visage, juste des silhouettes. Ce n'était pas un souvenir, c'était un espoir. Même après les rejets, après avoir entendu des mots comme « perturbé » ou « détaché », Ethan gardait toujours ce dessin. Il croyait toujours en quelque chose de mieux, même s'il n'osait pas le dire à voix haute. Parce que peut-être, juste peut-être, s'il n'abandonnait pas complètement, quelqu'un d'autre n'abandonnerait pas non plus. Quand Ethan avait 7 ans, quelque chose de différent s'est produit. Un couple du nord de l'État, Brian et Linda Thompson, s'est présenté au foyer. Ils n'étaient pas comme les autres. Pas d'entretien précipité, pas de sourire gêné pour feindre la chaleur. Linda avait apporté des livres. Brian avait apporté des puzzles.
et aucun d'eux n'a demandé à Ethan de les embrasser. Ils se sont simplement assis avec lui. Semaine après semaine, ils sont revenus. Parfois, ils lisaient des histoires. Parfois, ils restaient simplement assis en silence dans la salle commune pendant qu'Ethan travaillait sur ses dessins. Sans pression. Pas d'enthousiasme fin. Pour la première fois, il avait l'impression que quelqu'un le voyait tel qu'il était, sans essayer de le changer. Puis, un après-midi, Linda s'est agenouillée à côté de lui. « Nous aimerions que tu viennes vivre avec nous, Ethan, » lui a-t-elle dit doucement. Il a serré son crayon dans sa main. Il a levé les yeux, cherchant un mensonge dans son regard. Mais il n'y avait que de la patience. Le jour où il a emménagé, il n'avait qu'un sac et ce même vieux dessin, la porte rouge, la famille sans visage. Brian l'a collé sur le réfrigérateur. Ethan a eu sa propre chambre. Ils ont peint les murs en bleu pâle et l'ont laissé choisir la literie. Il a choisi des étoiles et des lunes. Linda lui préparait ses déjeuners. Brian l'aidait à faire ses devoirs. Ils l'ont inscrit dans une petite école près de chez eux, où le professeur connaissait son nom. Pour la première fois, il commença à croire que cela pourrait être le bon endroit. Il se permit de sourire davantage, de parler davantage. Il laissait son sac à dos par terre sans craindre que quelqu'un lui dise qu'il gênait. Il demanda même une fois à Linda, à voix basse, s'ils avaient déjà eu un chien. Elle répondit que non, mais que peut-être un jour. Il commença à imaginer des anniversaires, un sapin de Noël, un chien, une famille. Puis vint la nuit où tout s'écroula. Il s'est réveillé en pleine nuit, terrifié, et a appelé Linda. Elle est venue en courant, à moitié endormie, et l'a serré dans ses bras. Mais quand il n'a pas pu s'arrêter de pleurer, quand il a finalement murmuré ce dont il se souvenait, l'appartement fermé à clé, la faim, l'attente, elle s'est figée. Le lendemain, il l'a entendu parler au téléphone dans la cuisine. Je pensais qu'il allait bien, mais ce n'est pas le cas. Il est trop brisé, Brian. Ce soir-là, ils lui ont dit qu'il repartait pour un petit moment. Il n'a pas demandé pourquoi, il n'a pas pleuré. Il a simplement fait ses valises. Encore une fois, le trajet jusqu'au foyer était silencieux. Pas d'embrassade d'adieu. Seul l'écho d'une portière claquée et le bruit des roues roulant dans un couloir qu'il pensait ne plus jamais fouler résonnait dans sa tête. Le dessin, il ne l'a pas mis sur le dessus cette fois-ci. Il l'a enfoui au fond du sac. Après les Thompson, quelque chose a changé chez Ethan. Le personnel du foyer l'a remarqué presque immédiatement. Il a cessé de poser des questions. Il a cessé de rencontrer de nouvelles familles. Lorsque des parents adoptifs potentiels venaient, il restait dans sa chambre, écouteurs sur les oreilles, faisant semblant de dormir. Plus de dessins, plus de livres, plus d'espoir. Il avait appris la règle. Si on n'attend rien, on ne peut rien perdre. Au cours des 2 années suivantes, Ethan a été placé dans 4 autres familles. Certaines ont duré quelques semaines, d'autres seulement quelques jours. À chaque fois, les commentaires étaient étrangement similaires. Il est poli, mais distant. Difficile d'établir un contact avec lui. Il ne semble pas faire partie de la famille. On le qualifiait d'émotionnellement insensible, de rebelle, de renfermé. Mais Ethan n'essayait pas d'être difficile. Il essayait simplement de survivre sans se briser à nouveau. Et au fond de lui, une petite voix avait commencé à murmurer. Peut-être que personne ne veut de toi. À 9 ans, il a cessé de demander quand quelqu'un viendrait le chercher. Il a arrêté de marquer le calendrier avec des cercles pleins d'espoir. Il est devenu invisible aux yeux de tous. Un simple dossier parmi tant d'autres dans un système surchargé. Un enfant de plus auquel le monde avait renoncé. La seule personne qui continuait à se présenter était la juge Caroline Hayes. Elle avait présidé son dossier depuis le début, avait vu tous les placements ratés, tous les rapports de progrès, toutes les valises renvoyées. Au début, elle traitait sa situation comme toutes les autres, de manière professionnelle, avec structure et procédure. Mais peu à peu, à contre-cœur, elle a commencé à remarquer quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Chaque fois qu'Ethan s'asseyait devant elle, il semblait plus petit, pas physiquement mais spirituellement, comme une flamme qui s'éteint peu à peu. Et chaque fois qu'elle signait une nouvelle ordonnance de libération, cela la hantait un peu plus. Un jour,
Après le 6e placement raté d'Ethan, elle a demandé à lui parler en privé. Ce n'était pas le protocole, mais elle avait besoin de le regarder dans les yeux. « Veux-tu être adopté, Ethan ?» lui a-t-elle demandé gentiment. Il ne répondit pas tout de suite, puis il haussa les épaules, non par manque de respect, mais parce qu'il ne savait vraiment plus quoi répondre. « Je ne pense pas que ça marche pour moi, » dit-il doucement. « Je pense que je ne suis peut-être pas fait pour ça. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit, pas seulement ce jour-là, mais tous les jours qui suivirent. Pourtant, le système continua de fonctionner. Encore plus de paperasse, encore plus d'évaluation, encore plus de refus. Quand Ethan eut 11 ans, aucune nouvelle famille n'avait appelé, aucune visite, aucun entretien. Son dossier avait été discrètement classé comme « priorité faible ». Et pour la première fois depuis son entrée en foyer, Ethan cessa complètement d'espérer. Il ne pliait plus son dessin, il le froissait, il le jetait dans un tiroir et l'y laissait, oublié, car les rêves, aussi discrets soient-ils, finissent par mourir quand personne d'autre n'y croit. À l'aube de ses 12 ans, Ethan était passé maître dans l'art de disparaître sans jamais partir. Il arpentait les couloirs du foyer comme une ombre, se faufilant dans les pièces sans faire le moindre bruit. Il avait cessé de parler par phrases complètes. Il répondait aux questions par des hochements de tête ou des haussements d'épaules. Il ne souriait que lorsque quelqu'un le regardait, et uniquement pour le rassurer. Sa thérapeute, le docteur Emily Sanders, a essayé de l'aider. Les séances hebdomadaires se sont transformées en heures silencieuses où Ethan fixait le sol, comptant les secondes jusqu'à la fin. Lorsqu'elle lui demandait de décrire ses sentiments, il répondait simplement « Ils sont trop silencieux pour être entendus ». La vérité, c'est qu'il était fatigué, pas physiquement, mais profondément dans son âme. Fatigué d'essayer, fatigué de faire semblant, fatigué qu'on lui rappelle sans cesse qu'il n'était pas désiré. Un après-midi pluvieux, Ethan était assis près de la fenêtre, les genoux repliés sous le menton, regardant les gouttes se précipiter sur la vitre. Un bénévole est passé et lui a demandé s'il voulait dessiner. Il a secoué la tête. Le personnel pensait qu'il avait dépassé l'âge de l'art. Mais la vérité était plus cruelle. Il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à dessiner à nouveau cette maison. Pas quand il ne croyait plus qu'elle pouvait exister. Le point de rupture final survint lorsqu'il surprit 2 assistants sociaux en train de discuter de son dossier. « Il est en placement permanent maintenant », murmura l'un d'eux. « Personne ne va prendre un enfant de 11 ans avec des problèmes d'attachement. C'est triste, mais à ce stade, il est inadoptable. Inadoptable. Ethan ne pleura pas, il ne s'enfuit pas, il ne cria pas. Cette nuit-là, il a essayé de s'enfuir. Il a parcouru 6 pâtés de maison avant que le froid ne l'arrête. Non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il n'avait nulle part où aller, nulle part où il se sentirait différent de là où il était déjà. Un policier l'a ramené. La directrice du foyer l'a réprimandé gentiment. « Tu nous as fait peur », lui a-t-elle dit. Mais Ethan n'a pas répondu. Il n'était plus en colère. La colère s'était éteinte depuis des mois. Il ne restait plus qu'un vide. Le lendemain, il a refusé d'aller à l'école. Recroquevillé sous les couvertures, il a fixé le mur pendant des heures. Pas de livres, pas de bruit, pas de nourriture. Il avait complètement disparu. Lorsque la juge Caroline Hayes a reçu le rapport, quelque chose s'est brisé en elle. Elle avait vu des centaines d'enfants défiler dans son tribunal. Certains étaient en colère, d'autres brisés, d'autres encore d'une résilience admirable. Mais Ethan l'avait toujours hanté. Il y avait en lui un silence qui lui semblait familier. Contre toute règle, elle se rendit au foyer sans prévenir. Elle dit au directeur qu'elle voulait lui parler, en privé. Quand elle entra dans la petite salle de loisirs, elle le trouva assis seul sur le sol, dos contre le mur, tenant quelque chose sur ses genoux. C'était le dessin, froissé, déchiré dans un coin, mais toujours intact. Elle s'assit lentement à côté de lui. « Tu l'as gardé », murmura-t-elle. Ethan ne la regarda pas. « J'ai essayé de le jeter », murmura-t-il, « mais je n'ai pas pu. » Il y eut un long silence. Puis, sans réfléchir, il fouilla dans sa poche et en sortit une fleur fanée, une simple mauvaise herbe, qu'il avait cueillie en rentrant de l'école la veille. Il la lui tendit, maladroit et hésitant.
Caroline la prit sans hésiter. Cet instant brisa tout ce qu'elle avait mis des années à construire, son détachement, sa distance, son rôle. Elle se souvint de ses 9 ans, dormant sur un matelas dans le sous-sol d'une église, attendant quelqu'un qui ne venait jamais. Elle avait enfoui cette partie d'elle-même si profondément qu'elle pensait l'avoir perdue à jamais. Mais Ethan l'avait retrouvée, dans le silence, dans l'immobilité, dans leur invisibilité commune. Cette nuit-là, elle pleura dans sa voiture pour la première fois depuis plus de 10 ans. Elle ne pouvait plus faire semblant. Ce n'était pas seulement une affaire, ce n'était pas seulement un autre enfant dans un système défaillant. C'était Ethan. Et pour la première fois, elle s'est autorisée à poser une question qu'elle ne s'était jamais posée auparavant. Et si c'était moi qui devais rester? Si l'histoire d'Ethan vous touche profondément, prenez un moment pour aimer cette vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires. Parfois, une seule voix peut faire écho à ce que d'autres ressentent en silence, et vos mots pourraient être le rappel dont quelqu'un d'autre a besoin pour continuer à croire. La juge Caroline Hayes n'avait jamais remis en question ses limites. Elle croyait au système, malgré tous ses défauts. Elle croyait que le professionnalisme exigeait de la distance, que les émotions brouillaient le jugement, qu'il était dangereux de s'impliquer au-delà du banc des juges. Mais après avoir passé un moment aux côtés d'Ethan dans cette pièce silencieuse, tenant dans ses mains une fleur fanée offerte par un garçon qui avait renoncé à être aimé, toutes ses certitudes ont commencé à s'effondrer. Elle ne put fermer l'œil de la nuit. La voix d'Ethan résonnait dans sa tête douce et lointaine. « Je ne suis pas normal !» Ce n'était pas seulement un déchirement, c'était une prise de conscience. L'écho d'une version plus jeune d'elle-même, abandonnée, invisible, terrifiée à l'idée de vouloir quoi que ce soit, car vouloir ne menait qu'à la déception. Elle n'avait pas seulement vu Ethan, elle s'était souvenue de lui, en elle-même. Le lendemain matin, elle se rendit à son bureau tôt, plusieurs heures avant la première audience. Elle sortit le dossier d'Ethan et le posa sur son bureau. Pour la première fois, elle ne le regardait pas comme une juge, mais comme quelqu'un qui avait autrefois eu besoin de ce qu'il implorait en silence, de l'amour. Elle commença à se rendre au foyer le week-end, sans prévenir, sans formalité, juste pour se promener dans le jardin, jouer à des jeux de société, des conversations qui ne commençaient pas par « Comment vas-tu ?», mais par « Tu veux jouer aux dames ?» Au début, Ethan ne répondait pas. Il l'observait avec méfiance, s'attendant à ce que cela se termine comme tout le reste. Mais elle continuait à venir. Un dimanche, il lui demanda si elle avait déjà été placée en famille d'accueil. Elle hésita, puis elle acquiesça. « Une seule fois, dit-elle. Il y a longtemps. Ça s'est bien passé ?» demanda-t-il. Elle marqua une pause. « Finalement, oui. » Ce mot « finalement » sema une graine. Pas encore de l'espoir, mais de la curiosité. Ethan se mit à l'attendre. Il lui demandait quand elle reviendrait. Il se remit à dessiner, cette fois des vaisseaux spatiaux en orbite autour de planètes désertes. Il lui en offrit même un, en lui disant « Celui-là ne s'écrase pas ». Elle le colla à l'intérieur de sa mallette. Caroline était toujours en proie au doute. Le système ne lui permettait pas d'éprouver ce qu'elle commençait à ressentir. Les juges ne devenaient pas les parents de leur dossier. Elle n'était pas censée broyer le lys. Mais elle ne pouvait ignorer cette attirance. Chaque fois qu'elle s'éloignait d'Ethan, quelque chose en elle résistait. Chaque fois qu'elle s'approchait de lui, quelque chose en elle guérissait. Elle en a parlé au docteur Sanders, puis à Margaret Green, la directrice du foyer. Elle a posé des questions discrètes au début. Puis des questions plus audacieuses. Que faudrait-il pour que cela arrive? Est-ce que cela pouvait vraiment arriver? Est-ce que c'était autorisé? Les réponses étaient compliquées, mais pas impossibles. Pour la première fois depuis des années, Caroline se trouvait face à une décision différente, une décision qui n'était pas dictée par la loi, mais par l'amour. Et dans le calme de sa maison ce soir-là, entourée d'une solitude soigneusement construite au fil des ans, elle murmura ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. « Je le veux ». La décision ne fut pas prise du jour au lendemain. La juge Hayes agit avec prudence, discrètement. Elle n'était pas prête à remplir les papiers, pas encore, mais elle devait continuer à se présenter, pour lui et pour elle-même.
Chaque visite au foyer devint plus qu'une routine. Cela devint un rythme. Le samedi, c'était échec dans la salle commune. Le dimanche, c'était promenade derrière le bâtiment, près des vieux chênes. Elle commença à apporter des livres qu'Ethan n'avait pas lus, principalement des romans de science-fiction, des histoires d'enfants solitaires qui traversaient les galaxies. Ethan ne souriait pas tout de suite. Il ne l'appelait pas par son nom, ne lui posait pas de questions. Mais petit à petit, quelque chose changea. Un jour, elle trouva un mot dans l'un des livres qu'elle lui avait prêtés. Un morceau de papier soigneusement plié avec un dessin sur un côté, une fusée volant au-dessus d'une maison avec une porte rouge. Pas de visage, juste des formes, encore une fois. Mais cette fois, il y avait 2 silhouettes debout dans l'embrasure de la porte. Elle ne demanda pas ce que cela signifiait, elle n'avait pas besoin de le faire. Au foyer, le personnel a commencé à remarquer le changement. Ethan n'était plus présent. Il se proposait pour mettre la table. Il a commencé à aider les plus jeunes à faire leurs devoirs. Il a même ri une fois, vraiment ri, pendant une partie de cartes avec Caroline. Margaret Green observait attentivement. Elle avait vu trop d'enfants retomber après de brefs moments de lumière. Mais cette fois, c'était différent. Durable, réel. Caroline savait qu'elle approchait d'une limite. Chaque moment passé avec Ethan brouillait les frontières qu'elle avait érigées toute sa vie. Mais elle n'avait plus peur. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur les marches du porche de la maison, elle lui demanda doucement « Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où serait-ce » Il réfléchit longuement. « Dans un endroit calme », répondit-il, « avec quelqu'un qui reste. » Le lendemain, elle commença à se préparer. Elle n'en a pas parlé à Ethan. Pas encore. Elle voulait être sûre, sur le plan juridique, émotionnel, à tous les niveaux. Elle devait se soumettre à une vérification de ses antécédents, à une enquête sociale et à des évaluations psychologiques. Ce n'était pas aussi simple que de signer un papier. Les juges ne pouvaient pas adopter des cas relevant de leur juridiction sans un examen approfondi. Elle s'est officiellement retirée de son dossier et l'a transféré à un autre juge. Une frontière officielle pour une vérité officieuse. En coulisses, le processus avait commencé. Mais Ethan n'en savait rien. Et Caroline gardait ce secret comme quelque chose de sacré, non pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'elle savait à quel point l'espoir pouvait être fragile lorsqu'il avait déjà été brisé tant de fois. Elle devait être certaine avant de lui demander de croire à nouveau. Pourtant, il remarqua quelque chose. La façon dont elle s'attardait un peu plus longtemps lorsqu'elle lui disait au revoir, la façon dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il lui tendait un nouveau dessin, et surtout la façon dont elle le regardait, non pas comme un enfant à réparer ou un dossier à clore, mais comme un garçon qui était déjà chez lui. Le processus ne s'est pas déroulé sans heurts. Dès que Caroline a déposé les premiers documents pour l'adoption, les questions ont afflué de toutes parts. Les commissions d'éthique judiciaire, les services sociaux, ses propres collègues, et tout le monde avait un avis. Certains étaient favorables, d'autres, moins. Ne dépassez-vous pas les limites, juge Hayes? Est-ce à propos de lui ou d'un problème non résolu chez vous? Cela pourrait nuire à votre carrière. Elle écouta, attentionnément, respectueusement. Mais elle ne recula pas. Ethan n'était plus un dossier. C'était un garçon qui avait attendu assez longtemps que quelqu'un le choisisse sans condition. Et si cela signifiait devoir faire face au jugement des autres, elle pouvait s'en accommoder. Mais le plus difficile n'était pas d'être scrutée, c'était de cacher la vérité à Ethan. Il remarqua à nouveau la distance qui s'était installée entre eux. Ses visites plus courtes, sa tension silencieuse, son air soudainement distrait. Il craignait de la perdre, comme les autres. Un soir, après le dîner au foyer, il la prit à part. « Tu vas arrêter de venir ?» demanda-t-il, non pas avec colère, mais simplement avec lassitude. Elle se figea. « Non, » répondit-elle doucement, « mais je dois faire certaines choses avant de pouvoir continuer à venir comme je le souhaite. » Il ne lui demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il se contenta d'acquiescer, le regard vide, puis se détourna. Cette nuit-là, elle pleura. Car malgré toutes ses intentions, il attendait toujours dans l'obscurité, ignorant que dans les coulisses, des portes s'ouvraient, des documents circulaient, des examens étaient approuvés. Et puis, alors que tout commençait à s'arranger, il y eut un revers.
L'un des membres du conseil d'administration signala son cas pour conflit d'intérêts. L'adoption fut suspendue dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Les semaines passèrent sans aucune nouvelle. Les visites durent être interrompues pendant un certain temps. Aucun contact n'était autorisé. Ethan apprit la nouvelle sans réagir. Pas de questions, pas de protestation. Il se contenta de plier le dessin de la fusée et de le remettre dans son tiroir. Le silence revint pesant. Mais Caroline n'avait pas dit son dernier mot. Elle a soumis des déclarations, assisté à des audiences, répondu à des questions difficiles sur ses motivations, son histoire, sa relation avec Ethan. Elle s'est mise à nu devant des inconnus pour obtenir le droit d'être sa mère. Et enfin, après ce qui lui a semblé être des années, l'approbation est arrivée. Caroline pouvait adopter Ethan. Ce n'était pas encore officiel, mais la date du jugement définitif avait été fixée. Les formalités administratives avaient été réglées. L'inspection du domicile avait été approuvée. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à lui dire. Elle demanda à Margaret la permission de lui rendre visite. Cette fois, pas de jeu, pas de livre. Juste elle. Quand Ethan la vit, il resta immobile sur le seuil, hésitant. Caroline s'agenouilla lentement et le regarda dans les yeux. « Je n'ai pas arrêté de venir parce que j'avais abandonné, » dit-elle. « J'ai arrêté parce que je me préparais à te ramener à la maison. » Ses yeux ne s'écarquillèrent pas. Il ne haleta pas. Il la regarda simplement fixement. « À la maison ?» murmura-t-il. Elle acquiesça. « Si tu veux encore de moi. » Il ne répondit pas. Il s'avança simplement et l'enlaça, fermement, comme s'il n'osait pas la lâcher. Et cette fois, elle non plus. La salle d'audience n'avait plus rien à voir avec celle où Ethan s'était rendu la dernière fois. Les murs froids et les voix lointaines avaient disparu, tout comme le jugement silencieux, enveloppé dans un jargon juridique. Cette fois, il y avait moins de monde. L'éclairage était plus tamisé et pour la première fois de sa vie, un siège lui était réservé, non pas en tant que pupille de l'État, mais en tant que personne sur le point d'appartenir à une famille. La juge Rebecca Lynn, une collègue de longue date de Caroline, avait accepté de présider l'audience. Elle sourit à l'entrée d'Ethan, vêtue d'une chemise légèrement trop grande pour lui et de chaussures qu'il avait voulu éviter d'abîmer en venant. Caroline marchait à ses côtés, non plus en tant que juge, mais en tant que quelque chose de nouveau, quelque chose de sacré. Une mère. Tout le monde dans la salle semblait comprendre l'importance de ce qui se passait. Les assistants sociaux étaient assis en silence, leurs ordinateurs portables fermés. Margaret Green était venue, retenant ses larmes avant même le début de l'audience. Même le docteur Sanders était là, saluant Ethan d'un petit signe de tête depuis l'autre côté de l'allée. Pas de notes, pas de bloc-notes, juste de la fierté. « Ethan Miller, » dit doucement la juge Lynn, « sais-tu pourquoi tu es ici aujourd'hui ?» Il leva les yeux, ne sachant pas s'il devait parler. Puis Caroline se pencha vers lui et lui murmura quelque chose que lui seul pouvait entendre. Après avoir pris une petite inspiration, il répondit « Parce que je peux enfin rester. » La salle fut plongée dans le silence. Le juge Lynn sourit. « Oui, mon chéri, tu peux enfin rester. » Les formalités commencèrent. Motion, renonciation, affirmation. Caroline répondit à chaque question clairement, d'une voix ferme, mais avec un tremblement que seul Ethan semblait remarquer. Elle avait attendu toute sa vie pour être beaucoup de choses. Mais cela comptait plus que tout le reste. « Et comprenez-vous, demanda le juge Lynn directement à Ethan, que Caroline Hayes demande à devenir votre parent légal, votre tuteur pour toujours ?» Il acquiesça. « Est-ce ce que tu souhaites, Ethan ?» Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit quelque chose de sa poche. Un morceau de papier plié, froissé et usé. Le dessin, la maison, les deux silhouettes à la porte. Il le brandit. « C'était mon rêve, dit-il, mais j'avais cessé d'y croire. » Puis il regarda Caroline. Jusqu'à ce qu'elle le réalise. Personne ne parla pendant un long moment. Puis la juge Lynn, la voix légèrement brisée, prononça les mots qui allaient tout changer. « Par l'autorité de cette cour, j'accorde l'adoption. Ethan Miller, tu n'es plus en famille d'accueil. Caroline Hayes, tu es désormais sa mère légale. » Des sanglots, des larmes, des applaudissements retenus par respect.
Caroline tendit les bras vers lui, comme si elle avait peur qu'il disparaisse, et il s'accrocha à elle comme s'il avait peur qu'elle ne soit pas réelle. Mais elle l'était. Quand ils quittèrent la salle d'audience, aucun photographe ne les attendait. Il n'y avait ni ballon, ni gâteau, ni musique dramatique. Juste un couloir, un trajet tranquille, et une clé dans la main de Caroline. « Es-tu prête à voir ta chambre ?» demanda-t-elle. Il acquiesça. Quand ils entrèrent dans la maison, sa maison, elle n'était ni grandiose ni tape à l'œil. Mais les murs étaient peints du même bleu pâle dont il se souvenait chez les Thompson. Son lit était décoré d'étoiles et de lunes. Sur la commode se trouvaient tous les livres qu'elle lui avait offerts. Et au-dessus du lit, encadré et centré, se trouvait le dessin, la maison, la fusée, les deux silhouettes. Mais cette fois, elle avait ajouté quelque chose, leur nom. Caroline and Ethan. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas beaucoup. Elle prépara le dîner, il l'aida à mettre la table. Il y eut des silences gênés, des sourires hésitants. Mais ensuite, une fois la vaisselle faite et les lumières tamisées, Ethan entra dans le salon et s'assit à côté d'elle. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-il. « Tout ce que tu veux. Je t'appelle Caroline. Ou maman. » Elle le regarda longuement. « Tu peux m'appeler comme tu veux, dit-elle doucement. Mais j'aimerais beaucoup que tu m'appelles maman un jour. » Il resta silencieux. Puis, d'une voix presque inaudible, « D'accord, maman. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Pas encore. Plus tard, après qu'il se fut endormi, elle se tint dans l'embrasure de la porte de sa chambre et le regarda respirer. Une main serrait le dessin, l'autre tenait le bord de la couverture qu'elle avait bordée. Il était chez lui, et pour la première fois de sa vie, elle aussi. Certaines histoires n'ont pas besoin d'une grande finale. Parfois, les moments les plus forts sont silencieux. Ils sont murmurés dans les couloirs, dessinés au crayon, ou prononcés d'une voix tremblante dans une salle d'audience. L'histoire d'Ethan n'est pas seulement celle d'un garçon qui a été adopté. Elle raconte ce qui se passe quand quelqu'un ose voir un enfant, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une personne qui mérite qu'on reste à ses côtés. La leçon à tirer n'est pas les failles du système, même si elles sont nombreuses. Il ne s'agit même pas du nombre de foyers ou des placements ratés. Il s'agit de persévérance, d'un enfant qui a continué à se présenter, même si chaque au revoir le rendait plus petit, et d'une femme qui a passé sa vie à rendre justice aux autres, pour découvrir que parfois, la forme la plus radicale de justice, c'est l'amour. La juge Caroline Hayes n'a pas enfreint la loi. Elle a honoré une vérité plus profonde, que les papiers peuvent déclarer la garde, mais que c'est la présence qui construit une famille, que le langage juridique peut définir des limites, mais que les vrais liens se créent autour d'un jeu de société, dans le silence, dans le simple fait de revenir encore et encore. Ethan a appris à tous ceux qui l'entouraient quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à apprendre, que l'espoir ne se manifeste pas toujours de manière bruyante. Parfois, il est silencieux, caché dans de vieux dessins, dissimulé dans un sac à dos, attendant que quelqu'un le remarque. Et quand quelqu'un le remarque enfin, tout change. Les années ont passé. Ethan n'est pas devenu un symbole ou un titre de journal. Il est devenu un adolescent, puis un jeune homme, toujours discret mais plus vide. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention, puis a poursuivi des études de travail social, attiré non pas par la théorie, mais par ses souvenirs. Il n'a jamais oublié ce que c'était que d'attendre quelqu'un qui ne venait jamais. Il est donc devenu quelqu'un qui vient. Ethan travaille aujourd'hui avec des enfants dans le système même qu'il avait autrefois qualifié de inadoptable. Il se rend dans des refuges, il fait la lecture aux enfants, il les écoute sans les juger, et chaque fois qu'il rencontre un enfant qui se sent trop ou pas assez, il sort une copie de son ancien dessin, la maison, la fusée, la porte qui s'est enfin ouverte. Il ne raconte pas son histoire pour susciter la pitié. Il la partage pour rappeler que survivre n'est pas synonyme de guérison et que la guérison est possible. Caroline a fini par prendre sa retraite, discrètement, sans discours, sans adieu. Juste un dernier coup de marteau et une profonde inspiration alors qu'elle entamait un nouveau chapitre de sa vie où son titre ne la définissait plus. Aujourd'hui, elle est simplement maman. Et ensemble,
Ils ont créé quelque chose qui n'existait autrefois que dans leurs rêves, une vie fondée non pas sur le sang, mais sur le choix. Un foyer choisi, une famille méritée. Combien d'Ethan y a-t-il en ce moment, attendant en silence, dessinant des images auxquelles ils ne croient plus? Et combien de Caroline traversent la vie sans jamais se rendre compte qu'elle pourrait être la réponse à l'espoir le plus secret de quelqu'un? Cette histoire n'est pas une histoire de perfection. C'est une histoire de présence. C'est l'histoire de ce qui se passe quand quelqu'un refuse de partir, quand l'amour brise les barrières administratives, la peur et l'hésitation, et dit « Je te vois, je ne vais nulle part ». Si cette histoire vous a ému, ne vous arrêtez pas là, partagez-la, parlez-en, posez les questions difficiles. Regardez peut-être même autour de vous et demandez-vous « Y a-t-il quelqu'un pour qui je pourrais être là ?» Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie du parcours d'Ethan vous a le plus touché. Ou parlez-nous d'une personne qui est restée à vos côtés lorsque vous en aviez le plus besoin. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires réelles et poignantes comme celle-ci. Car chaque fois que vous vous engagez, ce message porte plus loin. Chaque fois que vous partagez, une nouvelle porte s'ouvre. Et peut-être, juste peut-être, que le prochain enfant qui attend en silence n'aura pas à attendre aussi longtemps.